Après le printemps 1986, le monde ne sera plus jamais comme avant. L'un des plus graves accidents technologiques du XXe siècle vient de se produire en Ukraine, de l'autre côté du rideau de fer. Dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, des explosions en cascade et un incendie diffusent dans l'atmosphère un poison mortel, inodore, incolore. Des éléments radioactifs 200 fois plus puissants que ceux des bombes d'Hiroshima et Nagasaki réunis. Il y a eu au moins 6 nuages. Pratiquement à 360 degrés autour de Tchernobyl, il y a eu des départs de poussière et de gaz. Ce panache a fait le tour de la Terre, et même plus d'une fois. Il n'y a pas eu beaucoup de coins de la Terre qui n'ont pas vu le nuage passer. Ce nuage radioactif survole toute l'Europe, sauf la France. Elle est épargnée, protégée par l'anticyclone des Açores. À la fin du mois d'avril 86, c'est vrai. Et cela convient tout à fait aux experts, et notamment au professeur Pellerin. Grâce au vent, le dangereux nuage est repoussé vers l'est. Mais les conditions météo changent début mai, et personne n'en fait état. Il s'agit d'une radioactivité qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Pendant quelque temps, on se dit, mais enfin, s'il y avait eu un problème, il nous l'aurait dit. En tout cas, on est naïf. On disait toujours, tout va bien, ne vous en faites pas. Et pourtant, c'est un énorme mensonge. Le gouvernement veut protéger l'industrie nucléaire aux dépens de la santé des Français. Ni le professeur Pellerin, dont c'est la mission au sein du SCPRI, le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ni les ministres ne prennent de décision pour mettre à l'abri la population et éviter une contamination radioactive. Le problème de la radioactivité, c'est qu'on la sent pas, on la détecte pas. Le SCPRI et bien d'autres savaient que le nuage était passé. Et personne n'a levé le petit doigt. Sur cette affaire-là, on peut dire que la raison d'État, oui, l'a emporté sur tout le reste. Dans toutes les familles, il y avait des malades. Là, j'ai vu la lâcheté et l'irresponsabilité du personnel politique. Le nuage radioactif a tout contaminé sur son passage. Des centaines de milliers de personnes dans le monde en seront victimes. Nous irons à la rencontre des témoins de cette époque, des citoyens comme vous et moi, des ingénieurs, des scientifiques, des journalistes, pour essayer d'y voir plus clair sur un dossier stratégique toujours aussi compliqué, parfois top secret. Et pour nous guider face à ce mensonge d'État, Fabrice d'Almeida, historien spécialiste du monde contemporain. Avec lui, nous répondrons à cette question. Comment et pourquoi l'État français a-t-il caché la vérité quant aux retombées de Tchernobyl en France ? Printemps 1986. Les Français se préparent avec insouciance au pont du mois de mai. C'est très simple, du soleil absolument partout. En plus, il fait chaud, de plus en plus chaud. Les Français profitent d'une météo agréable pour se baigner en Méditerranée. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à 2000 km de chez eux, alors que la plus grande catastrophe technologique de l'histoire vient de se dérouler. Un accident nucléaire. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, une explosion a lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. À la suite d'essais, le réacteur s'emballe et entre en fusion. La situation devient incontrôlable. La dalle de béton de 1200 tonnes qui recouvre le toit de la centrale est projetée dans les airs, puis retombe et fracture le cœur du réacteur. Deux autres explosions encore plus violentes ont lieu dans les secondes qui suivent. Plus de 100 tonnes de combustible radioactif entrent en fusion et sont projetées dans les airs. Un nuage de poussière et d'aérosols radioactifs s'envole à plus de 1 km d'altitude. À Tchernobyl, l'accident du réacteur vient d'avoir lieu. Le directeur est absent, mais il est rapidement alerté de la situation. La radioactivité est tellement forte qu'aucun appareil ne peut la mesurer. La confusion est extrême. Le manque d'informations ahurissant. Tout le monde est dépassé. Le responsable de la centrale ne peut donner de chiffres précis à ses supérieurs. Il ment donc à sa hiérarchie quant à la gravité de l'accident et rassure le Kremlin. C'est le premier d'une longue série de mensonges et d'erreurs de la part des Soviétiques. Ils vont dissimuler la vérité à leur population tout en sachant que la situation est hors de contrôle. Quand ça arrive, les Soviétiques eux-mêmes
sont à la pêche aux informations depuis Moscou. Là-bas, je crois que la confusion était totale. Et pourtant, dans les villages environnants, la vie continue comme si de rien n'était, faute d'informations. Les responsables soviétiques refusent de mettre à l'abri les dizaines de milliers d'habitants, alors même qu'ils risquent leur peau. Il ne faut surtout pas inquiéter les gens des environs de Tchernobyl, quitte à leur mentir. C'est un ordre qui vient de tout en haut. Tout ce qui concerne le nucléaire a toujours été frappé de secret. C'est un État très paternaliste, l'État soviétique. Et il faut que le parti, comme un bon père de famille, soit aux commandes et qu'il gère. Et donc, il a fallu montrer que oui, il s'est produit un accident, mais nous gérons, tout va bien. Pour éviter une autre explosion, les soviétiques sollicitent en urgence des ouvriers, des jeunes conscrits, des pompiers pour éteindre l'incendie. Ils s'acharnent à nettoyer le graphite brûlant sur le toit du réacteur avec des protections inadaptées. Quelques secondes contre plusieurs mois de service militaire. Quelques secondes pour la patrie. Quelques secondes pour une mort dans de terribles souffrances ou une vie sacrifiée. Les communistes envoyaient à la mort des centaines de volontaires qui ne savaient pas ce que c'était que la radioactivité et qui sont allés dans des zones où le simple fait d'être sur place pendant quelques dizaines de secondes équivalait à signer un bon pour avoir un cancer. Ce n'est que 30 heures après l'explosion que la population est évacuée. Plus de 1200 bus sont réquisitionnés. Près de 50 000 personnes quittent leur domicile pour des raisons un peu vagues, au dire des autorités. On sait maintenant qu'il y a eu des discussions virulentes au plus haut niveau sur la question de l'évacuation. On a dit littéralement qu'à cause de la situation radiologique défavorable, on évacuait la population pour 2-3 jours, ce qui était sûrement un mensonge délibéré. Il n'y avait même pas d'instrument capable de mesurer cette radioactivité-là. En 1986, on est encore en pleine guerre froide. L'Europe, il faut s'en souvenir, est divisée par le rideau de fer. On ne sait pas ce qui se passe en Europe de l'Est et l'URSS est la plus grande puissance nucléaire du bloc soviétique. Donc pour elle, il ne faut pas montrer le moindre signe de faiblesse, il ne faut pas que des informations filtrent qui pourraient éventuellement d'ailleurs être utiles à l'Ouest pour des opérations de déstabilisation ou d'influence. À l'Ouest, personne n'imagine ce qui se passe derrière le rideau de fer. À l'époque, il n'y a pas d'internet ni de réseaux sociaux, pas de téléphone portable. Les Français n'ont aucune idée de la catastrophe qui se déroule à 3 heures d'avion de chez eux. Aucune information ne filtre. Seuls les Suédois commencent à se douter de quelque chose. Ils décèlent une radioactivité inhabituelle et commencent à s'inquiéter. Après investigation, les Suédois réalisent que le nuage vient du RSS et interrogent leurs voisins soviétiques. Nous sommes le 29 avril 1986, 3 jours après l'explosion. Les Occidentaux entendent pour la première fois parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Madame, monsieur, bonsoir. Accident dans une centrale nucléaire soviétique. À 19h17, l'agence soviétique TASS annonçait un accident en Ukraine dans une centrale nucléaire. La centrale de Tchernobyl en Ukraine, au nord de Kiev, des taux de radioactivité anormalement élevés. L'agence TASS, qui a annoncé exceptionnellement la nouvelle, n'a précisé ni la date, ni les conséquences de cet accident. On sait seulement qu'il y a des victimes. Les premières informations qui arrivent à l'Ouest sont extrêmement sommaires et rassurantes, en complet décalage avec la situation catastrophique. La communication est pilotée depuis Moscou. Boris Eltsine, membre du Politburo, et Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du PC, font des déclarations pour rassurer Reagan et les dirigeants européens. Succession de mensonges éhontés. La catastrophe, d'après M. Gorbatchev, s'est passée le 25 avril. Aujourd'hui, tout serait maîtrisé et il n'y aurait pas eu de mesures spéciales d'entreprise pour protéger la population. M. Mikhail Gorbatchev est entré en contact avec le président Reagan, mais l'URSS a refusé toutes les offres d'assistance et affirme que la situation radioactive est maintenant stabilisée. Faux. L'incendie n'est pas maîtrisé. La population a été évacuée et la contamination s'étend à chaque instant. Toutes les informations du Kremlin sont tronquées. Les journalistes se font berner. Impossible pour eux de vérifier les faits in situ à cause du rideau de fer. Au même moment,
le nuage de Tchernobyl avance au gré des vents. Et avec lui, le césium-137 et l'iode-131. 2 produits radioactifs issus de la fission de l'uranium qui contaminent à des degrés divers tout sur son passage. Les plantes, les sols, les cours d'eau. Les animaux sont contaminés, les hommes aussi. Après la Scandinavie, où il est détecté le 28 avril, le nuage redescend vers le reste de l'Europe, et notamment l'Allemagne, l'Autriche et le nord de l'Italie. À partir du 30 avril, Moscou commence à se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe et interrompt toutes les liaisons satellites pour les télévisions occidentales. Toutes les liaisons satellites sont interrompues au moins jusqu'au 2 mai. Pas d'images, pas de reportages, pas de témoignages. Toujours rien de précis sur le nombre des victimes et la progression de la catastrophe. Je pense qu'on a du mal, 30 ans plus tard, en tant que journaliste, à se rendre compte de ce qu'est, à l'époque, la totale pauvreté de l'information. Il n'y a pas les téléphones portables à l'époque, il n'y a pas les télévisions par satellite. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a quand même beaucoup plus accès à différentes sources d'informations, mais ce n'était pas le cas en 86. Gorbatchev empêche aussi les Occidentaux de se rendre à Tchernobyl et refuse l'aide américaine et européenne. Pour le Kremlin, il est trop dangereux de faire venir des étrangers sur place, non pas à cause de la radioactivité, mais du secret. Les Occidentaux se rendraient compte immédiatement de l'énormité de la catastrophe. Les dirigeants soviétiques ne sont pas les seuls à masquer la vérité. La France joue à cache-cache avec le fameux nuage radioactif. Où est-il, d'abord, et où va-t-il? Tout dépend des vents. Le nuage est en train de partir en direction de la Sibérie. Donc, en aucun cas, ça dirigerait vers la France. Faux. Le nuage va atteindre la France. Mais les experts et le gouvernement choisissent de retenir la météo la plus clémente pour rassurer les Français et éviter un vent de panique. Le tout nouveau gouvernement peut donc vaquer à ses occupations tranquillement. Les premiers articles sur Tchernobyl sont publiés le 29 avril 1986, 3 jours après l'explosion. Des papiers pleins de contre-vérités, car les journalistes ont du mal à obtenir des informations auprès des soviétiques, mais aussi auprès du gouvernement français. En cette fin avril, aucun communiqué n'est diffusé. C'est le début de la cohabitation. Chirac et Mitterrand ont d'autres priorités que Tchernobyl. C'est le premier gouvernement de cohabitation de l'histoire de la Ve République. C'est un fait inédit. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le président de la République, François Mitterrand, de l'autre, le Premier ministre Jacques Chirac. Ils ne se connaissent pas vraiment, ils n'ont pas encore commencé à travailler ensemble. À l'époque, il faut s'en souvenir, il y a peu de conseillers en communication. Il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui les spin doctors. Donc ça fait que dans cette période où le pouvoir s'installe, où il change, il n'y a pas de spécialistes pour la communication. Et donc, ça va pousser encore plus les experts à être sous les feux de la rampe et à passer donc dans les médias. Sur les plateaux de télévision, on invite donc les spécialistes. Ils sont une poignée, tous de fervents défenseurs du nucléaire, des purs produits de la nucléocratie française. Leur premier réflexe est de rassurer la population, même s'ils n'ont aucune information précise sur ce qui s'est déroulé dans la centrale de Tchernobyl. Ces spécialistes font des déclarations à l'emporte-pièce. De toute façon, selon eux, aucun danger, la radioactivité s'est diluée dans l'air. Tous les Français qui nous écoutent se demandent si ça va venir chez nous et si ce nuage sera très toxique. On peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Ça n'en a présenté aucun en Scandinavie. Et plus le temps passe, plus ça se disperse et ça devient totalement insignifiant. Je ne crois pas que les conséquences puissent être sensibles sur le plan de la santé des populations. Même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Cette communication de crise vise à protéger un programme nucléaire qui ne doit absolument pas être remis en cause. Dans les années 80, on est en plein développement du nucléaire en France. Il y avait une croyance en France qu'il n'y aurait pas d'accident. En 81, année où Mitterrand a été élu, c'est là qu'on a construit le plus de centrales en France. Et donc, le fait qu'une centrale explose et que la radioactivité émise par cette centrale qui était à 2000 km vienne polluer notre environnement en France, c'était un événement absolument considérable et non maîtrisable. Donc dans un premier temps, ils ont essayé de nier l'affaire, puis de la minimiser. L'homme qui joue le rôle principal dans la stratégie de réassurance de la population, c'est lui, le professeur Pellerin. Il dirige le SCPRI,
le Service central de protection contre les rayonnements ionisants. Un organisme dont la mission est de surveiller la radioactivité dans l'environnement et dans les produits de consommation. On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Si le professeur Pellerin avait donné l'alerte, la situation aurait été tout à fait différente. Il aurait pu prendre des décisions sanitaires pour protéger les Français, mais il ne l'a pas fait, alors même qu'un nuage radioactif chargé de dizaines de radioéléments contamine tous les pays qu'il survole. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Le professeur Pellerin était persuadé qu'on allait s'engouffrer dans cet accident pour remettre en cause le nucléaire en France. Et lui, il s'était donné pour charge de le développer. Pour lui, c'était une obsession. Il fallait cacher tout ça, tout ce qui pouvait nuire à l'image du nucléaire. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Pellerin est médecin et s'improvise expert météo. Pour lui, le nuage est inoffensif. Son avis est tranché et définitif. Le jour même de cette intervention sur le plateau de TF1, le dangereux nuage radioactif survole pourtant l'Hexagone. Ses champs, ses écoles, ses bacs à sable. Mais aucun expert ne l'avoue. Cette information est cachée. La France, c'est un grand pays du nucléaire. C'est le pays de Madame Curie, c'est le pays de Becquerel. C'est un pays où on a décidé d'établir un gigantesque complexe nucléaire qui soit à la fois civil, pour fournir de l'énergie, et militaire pour garantir l'indépendance et la grandeur du pays. Et donc ce complexe joue aussi le rôle un peu de lobby. Il essaye de convaincre toute l'opinion que le nucléaire, c'est quelque chose de propre, de sûr, quelque chose de fiable et qui n'est pas dangereux pour la santé. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Toutes les centrales nucléaires sont dangereuses, surtout quand elles explosent, comme celle de Tchernobyl. Elles libèrent dans l'atmosphère des gaz et des poussières très nocifs pour la santé. Les masses d'air contaminées qui ont atteint la France contenaient une vingtaine d'éléments radioactifs. Césium-137, césium-134, qui sont des métaux, l'iode-131, qui est un gaz. Toutes ces substances radioactives, les gens vont les inhaler et les gens vont ensuite consommer des aliments qui sont contaminés par ces substances qui se sont déposées sur les sols et donc qui ont contaminé la chaîne alimentaire. Donc ça va passer dans le sang très rapidement et donc ça va aller charger des organes différents. Le césium va aller dans les muscles, il y en a d'autres qui vont dans les os comme le plutonium ou le foie. Le cœur, les intestins, la tête, les glandes sont aussi touchées par les radionucléides. Mais l'organe qui est le plus sensible à l'iode-131 est la thyroïde. Le problème pour l'iode, c'est qu'il se fixe au niveau de la thyroïde. Dans les 10 minutes, c'est dans le sang. Et au bout d'un quart d'heure, ça commence à arriver à la thyroïde. Au bout de 6 heures, tout ce que vous avez dans le sang est dans la thyroïde. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner des pastilles d'iode pour saturer la thyroïde, afin que lorsqu'arrivent les produits radioactifs, il n'y a plus de place. Mais si vous les donnez 6 heures après, il n'y a plus de place. Les produits radioactifs, ils sont là. Et donc ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'époque, certains groupes de population ont subi des doses de radiation, en particulier à la thyroïde, qui dépassaient largement les limites sanitaires. Et c'est pourquoi il aurait fallu prendre des mesures de protection. La France est un des seuls pays pratiquement en Europe à n'avoir pris aucune mesure de protection. Et pour cause. Pour le professeur Pellerin, le nuage de Tchernobyl est loin de l'Hexagone et les radioéléments se diluent dans l'atmosphère. Les faibles doses de radioactivité sont inoffensives. De nombreux experts partagent son point de vue dans les années 80. La population française est donc hors de danger. Pourtant, le nuage survole toute l'Europe. La Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, sauf bizarrement la France. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé de ces retombées
radioactive. Il y a l'anticyclone des Açores qui est né mardi dernier, donc sur les Açores, puis qui a gonflé, s'est développé sur l'Atlantique. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Voilà ce que l'on sait sur le plan météo. Donc, disons qu'on peut être inquiété, mais pas menacé. Ce sont donc les vents qui nous ont sauvés. Les experts nucléaires surfent sur cette météo exceptionnelle pour rassurer encore une fois les Français en insinuant qu'il n'y aura aucune retombée radioactive sur le territoire. Cette fameuse phrase sur le nuage qui s'est arrêté à la frontière française, ce n'était pas Pellerin qui l'a prononcée, même cette phrase exacte n'a jamais été prononcée. Mais tout le monde l'a laissé entendre. Alors si ça va venir chez nous, ça je crois qu'il faudrait demander aux spécialistes de la météo. Mais par contre, la toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Tout ça dépend de la météo, après des vents. Je ne pense pas que ça puisse aller à une échelle supérieure à quelques dizaines de kilomètres aux alentours de la centrale. En clair, les experts du nucléaire en fument tout le monde. Le français moyen, comme les journalistes. Ce qui ne nous aide pas, c'est de ne pas savoir très exactement où circule le nuage, où circulent ces éléments radioactifs. Si je peux faire une comparaison avec Fukushima, vous aviez une description des vents juste après les débuts de la catastrophe et vous la trouviez sur Internet. En 86, quand vous voulez savoir ce qui se passe pour le nuage, eh bien, vous avez intérêt à avoir des bons copains à la météo qui vous décryptent les images satellites. Pendant 10 jours, la vérité est cachée. Tout le monde pense que l'Hexagone est épargné par le nuage. Les Français sont donc sereins. Pourtant, le nuage radioactif atteint notre territoire le 29 avril 1986, soit 3 jours après la catastrophe. Le danger est là, au-dessus de nos têtes. L'Est et le Sud-Est de la France sont touchés en premier. Puis le nuage remonte au nord par la vallée du Rhône. Un peu partout sur le territoire, les détecteurs de radioactivité des centrales nucléaires sonnent. Ils décèlent des radioéléments dans l'atmosphère, à Cruas, à Fessenheim, à Saclay, partout, sauf en Bretagne. Les Corses sont les moins chanceux. Il pleut et le nuage radioactif stagne au-dessus de l'île de Beauté pendant plusieurs jours. À Ajaccio, le radiamètre de la caserne des pompiers sonne. C'est Christian Garrido qui est responsable de la garde à ce moment-là. J'ai le souvenir qu'un des appareils que nous avions disposé dans la caserne pour mesurer la radioactivité de l'air, donc s'est mis en œuvre dans la fin d'après-midi. Et puis ce jour-là, il y avait quand même une atmosphère un peu particulière puisque il y avait ces masses nuageuses, cet air humide, cette ambiance qui a fait un petit peu accroître notre inquiétude. Et on s'est dit, là, il y a véritablement un problème sérieux. J'ai alerté mes supérieurs hiérarchiques, notamment le chef de centre, et qui m'a demandé de faire une main courante auprès des services préfectoraux. Et il y a eu à nouveau des sonneries le jour d'après, le 3. Et donc dans la semaine ou les 10 jours suivants, je veux dire, l'appareil a été enlevé et on ne l'a plus retrouvé, quoi. On en a conclu qu'on avait mis un petit peu le pied où il ne fallait pas le mettre. Et puis bien plus tard, on essayait d'aller voir si on avait trace de notre signalement. Et curieusement, la page de réception de cette alerte avait été arrachée. À plus de 1000 km d'Ajaccio, le scénario se reproduit à Saclay, au commissariat à l'énergie atomique. Jean-Claude Zerbib est ingénieur d'astreinte le 1er mai, 4 jours après la catastrophe. Vers 9h30, 10h, on a eu les premières anomalies sur le site. Donc on a assez rapidement mesuré les filtres de l'installation et on a découvert tout un bouquet de produits radioactifs. Donc on a compris que ce n'était pas de l'intérieur, mais ça venait de l'extérieur. Donc on a prélevé tous ces filtres qui étaient dans l'installation et tout de suite autour. On a vu que la contamination était généralisée. Rapidement, Jean-Claude Zerbib contacte ses collègues dans d'autres laboratoires du CEA, à Fontenay-aux-Roses ou à Cadarache, près d'Aix-en-Provence. Là-bas aussi, la contamination est détectée.
Nous avons demandé à mesurer des salades, des carottes, de l'eau. Et on a vu qu'on trouvait le bouquet de produits radioactifs partout, dans les produits de consommation, dans l'herbe et dans l'eau. En France, au tout début du mois de mai, des dizaines de personnes savent que le nuage radioactif est au-dessus de l'Hexagone et qu'il contamine tout. Des ingénieurs, des chercheurs, des militaires ou des techniciens. Mais personne n'ose s'exprimer. Le pouvoir verrouille la communication. Ce nuage a été détecté partout en France parce que toutes les centrales ont des détecteurs, tous les centres de recherche ont des détecteurs. Donc les informations, elles existent quelque part. Tout le problème est que ceux qui les ont aient la permission de les donner. La problématique était telle que, on demandait le silence. Voilà. À partir du moment où d'autres qu'eux s'exprimaient sur le nucléaire en général, et pire encore dans une situation grave, c'était une traîtrise. Il fallait pas. On était des traîtres. Le seul à avoir le droit de parler, la seule voix que l'on écoute, c'est toujours ce fameux professeur Pellerin. Le 1er mai, il diffuse un communiqué dans lequel il affirme clairement que les mesures enregistrées en France sont sans répercussion aucune. Il faudrait des doses 10 000 à 100 000 fois plus fortes pour que commencent à se poser des problèmes de santé publique. Les prises préventives d'iode ne sont ni justifiées, ni opportunes. Le SCPRI du professeur Pellerin, le service central de protection contre les rayonnements ionisants, a pour vocation de rassembler toutes les informations du territoire qui concernent à la fois la santé des travailleurs du nucléaire, mais aussi celle des Français en cas d'accident nucléaire. Donc c'est un service où on a toutes les données. Mais en même temps, les membres du personnel sont liés par un serment de confidentialité. Ils n'ont pas le droit d'en parler, ne serait-ce que pour des raisons d'espionnage. Si bien qu'il n'y a que ce qui va être dit par le sommet de la hiérarchie, par le professeur Pellerin, qui pourra être entendu comme la vérité du moment. La France est donc l'un des seuls pays européens où aucune mesure n'est prise pour protéger la population. Alors que de l'autre côté de nos frontières, en Allemagne, en Italie, en Suisse, on interdit la consommation de produits frais, on recommande aux enfants et aux femmes enceintes de rester à l'intérieur. Dans certains pays, on conseille même de prendre de l'iode pour protéger la thyroïde. Dans l'insouciance générale, certains commencent à douter. Les fauconniers habitent en Balagne, à une encablure de Calvi. Au printemps 1986, ils mènent une vie paisible, avant d'être rattrapés par la catastrophe de Tchernobyl et de devenir les lanceurs d'alerte corse. Le risque nucléaire, c'était pas quelque chose qui nous avait tracassés. Ici, on est quasiment à 2000 km de Tchernobyl. On ne se faisait pas de soucis, surtout qu'après, il y avait eu dans la presse des propos très rassurants. Des propos très rassurants que ne partagent pas leurs amis, qui rentrent d'Italie. Quand il revient, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour les enfants ?» On dit « Mais à quel propos ? Rien de particulier. » Il dit « Mais en Italie, on n'a pas le droit de manger des salades. Et nous, les salades, les herbes, c'est ce qu'on ramasse tous les jours. » Et on dit « Mais non, nous, on n'a pris aucune précaution. » Et à partir de là, on se dit « Mais quand même, si en Italie, ils ont fait quelque chose, nous, géographiquement, on est quand même beaucoup plus proche de l'Italie. » Donc, on commence à s'inquiéter. Dans son exploitation, Marie-Antoinette constate un changement brutal. Des arbres ont grillé, des lignes d'arbres ont grillé, comme si on avait jeté du désherbant. Alors on peut dire il y a des maladies, etc. Oui, mais là, ça avait été quelque chose de brutal qui était arrivé à ce moment-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces bêtes aussi sont malades. J'avais donc quelques vaches, je n'ai pas eu un veau qui a survécu. Il y a eu des veaux morts-nés, il y a eu des vaches qui ont avorté. Je n'étais pas la seule, bien sûr, beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les cochons. Parce que les cochons, c'est pareil. Ça mange au ras du sol, ça fouille, et c'était là qu'il y avait le plus de contaminants. Tiens. On a cherché à comprendre pourquoi on ne nous donnait pas de réponse. Est-ce que les services de l'État avaient, eux, quelques données qu'ils ne voulaient pas communiquer, ou bien est-ce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas fait leur travail? Dans tous les cas, on était quand même très mal barrés. À partir de ce moment-là, les époux fauconniers décident de faire analyser du lait et du fromage.
Ils envoient leurs échantillons au SCPRI du professeur Pellerin. Les premiers résultats tombent et sont étonnants. Il nous fait part de la contamination du lait en minimisant, en nous disant bon, il y a 320, 360 becquerels par litre de lait d'iode 131. C'est insignifiant, ça représente quelques cigarettes supplémentaires dans la journée. J'ai trouvé ça assez curieux comme comparaison. Quelques semaines plus tard, dans un autre laboratoire indépendant du SCPRI, ils testent à nouveau le lait de brebis et de chèvre. Et là, les chiffres n'ont plus rien à voir. Ils ont estimé que la contamination initiale pouvait être de l'ordre de 5000 becquerels au début du mois de mai. Plus tard, on s'est aperçu que la contamination localement, début du mois de mai, était plutôt de l'ordre entre 10 000 et 20 000 becquerels par litre de lait. C'est le chiffre qui apparaît dans un document confidentiel du ministère de l'Intérieur, une note secrète où l'on peut lire « Nous avons des chiffres qui ne peuvent pas être diffusés. » Évidemment, car ces niveaux de contamination sont 30 à 60 fois plus importants que ceux communiqués par le SCPRI. Des chiffres très largement au-dessus des limites acceptées par la CE. Dans la région de Valence, Roland, Christian et d'autres commencent eux aussi à douter du discours officiel. Ils font partie du premier groupe de citoyens à l'origine de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes et leurs familles et décident d'analyser des produits de consommation courante. On est en même temps soucieux de notre santé, celle de nos enfants, et en même temps, on est des citoyens, on a envie de savoir. Et là, c'est vrai qu'on a essayé d'interpeller les labos qui étaient censés pouvoir faire des mesures. Alors c'était chez EDF, chez Areva, à Grenoble, au CEA, etc. Et évidemment, toutes les portes se sont fermées. La CRIRAD contacte un chercheur au laboratoire de physique nucléaire de Lyon. Dès les premières analyses qu'on a faites avec le professeur Béraud, on a pu voir qu'on trouvait de la contamination radioactive dans tous les échantillons qu'on mesurait. Tous. Par contre, à des niveaux extrêmement variables, qui ont fait qu'à la ferme où on était ou la ferme d'à côté, on n'a pas eu forcément les mêmes contaminations. La CRIRAD réalise plus de 500 analyses de radioactivité au moment de Tchernobyl. Par exemple, dans la Drôme, le thym peut être contaminé par le césium-137 à des niveaux très différents. Les valeurs s'échelonnent entre 24 et plus de 16 000 becquerels par kilo. Le professeur Pellerin disait, ben voyez, là, il faisait des moyennes par département, lui, par région. Et vous voyez, la moyenne est inférieure. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais tout est faux. Le service du professeur Pellerin bricole les données et s'arrange pour donner des moyennes toujours inférieures aux limites européennes de contamination. Face aux informations inquiétantes des lanceurs d'alerte, le gouvernement se doit de réagir. Le 6 mai 1986, 10 jours après l'accident de Tchernobyl, la communication officielle dérape. Le ministère de l'Agriculture, dirigé par François Guillaume, diffuse le premier communiqué officiel du gouvernement. Le territoire français a été totalement épargné par les retombées de radionucléides. À aucun moment, les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Pour la première fois, le mensonge est porté par un homme politique. Ce n'est plus Pierre Pellerin, mais tout un gouvernement qui ment. Ce communiqué, c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel serein. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas eu de retombées de Tchernobyl en France, mais de l'autre, on prétend que les hausses ne sont pas significatives. Cela va alimenter les soupçons des journalistes. À ce moment, ils ont soif d'informations, car peu de membres du gouvernement se sont exprimés. Ni Michel Barzac pour la santé, ni Madelin pour l'industrie. Et donc, le fait que le ministre de l'Agriculture prenne la parole va les troubler, va alimenter leur désir d'enquêter et de montrer que peut-être on cache quelque chose au public. Face au risque de contamination et d'irradiation des populations, l'Europe prend des décisions très fortes. La CEE interdit les importations de viande en provenance des pays de l'Est. À la frontière entre l'Autriche et l'Italie, des centaines de camions transportant des produits frais sont bloqués. Le gouvernement italien refuse que ces denrées entrent dans la péninsule. En France, quelques manifestations écologistes ont lieu ici ou là. Par quelles mesures gouvernementales le nuage radioactif de Tchernobyl aurait-il évité la France
alors qu'il s'est baladé en Grèce, en Italie, et en Allemagne fédérale et en Angleterre. Nous n'avons aucune indication chiffrée, aucune mesure de la part du SCPRI et de la part du professeur Pellerin, à part des paroles apaisantes et lénifiantes sur le fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les journalistes tendent enfin leur micro à d'autres interlocuteurs que le professeur Pellerin. Ils croisent les sources d'information, entendent d'autres chiffres, d'autres analyses, et commencent eux aussi à douter des propos du SCPRI. Ce qui a marqué les esprits, c'est, je crois, au journal télévisé de TF1, où vous avez la journaliste avec 2 salades. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne, et la salade est jugée dangereuse pour la consommation, car trop chargée en particules radioactives, elle est par conséquent interdite à la consommation. Du moment que ça a été montré, la confiance était perdue. C'est à cette époque que Jean-Claude Bourret, présentateur de l'un des JT les plus regardés d'Europe, apprend l'information sur l'explosion de la centrale ukrainienne alors qu'il navigue en Méditerranée. Quand j'arrive en Italie, toute la presse faisait 8 colonnes à la une. Il est inutile de laver les salades parce que vous n'enlèverez pas la radioactivité. Enfin, c'était monstrueux comme communication via la presse. On prend l'avion en Italie, on arrive un dimanche soir à Roissy. J'achète tout de suite le grand quotidien du dimanche. Rien à la une, rien à la 2, et je vois en page, je ne sais plus, 14 ou 17, un tout petit entrefilet comme ça, il y avait 4 phrases. Tchernobyl, incendie maîtrisé dans la centrale nucléaire. Je me dis, mais c'est pas possible. 14 jours après la catastrophe, il décide d'inviter le professeur Pellerin sur le plateau de son 20h. Il ne l'a pas prévenu, mais il a aussi convié la scientifique Monique Senet. Quand j'ai vu M. Pellerin, j'ai senti ça l'embêtait que je sois présente. Je voyais bien que Pellerin avait très peur de Monique Senet. Ça se voyait parce qu'il était inquiet. Le problème avec les becquerels, c'est que le coefficient de passage n'est pas de 100 mais de 27. Un becquerel, c'est 27 picocuries, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. Bon, alors personne n'a rien compris. Le becquerel, c'est une désintégration par seconde, et puis c'est tout. Bon, le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. Bon, alors si tout le monde parle en becquerel et que vous parlez en picocurie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là, on est complètement perdu. Il s'est mis à employer des mots que, en fait, personne ne pouvait comprendre. Et en plus, il s'est complètement trompé. Il a dit des valeurs à la place des autres, etc. Alors moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Monsieur Pellerin, vous avez une conception de l'information qui est totalement différente de la mienne. Moi, je pense personnellement qu'on ne panique jamais les gens à leur dire la vérité et à leur expliquer exactement, même en disant que c'est une désintégration par seconde, des choses comme ça, en leur expliquant exactement. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, votre crédibilité sera morte et celle de vos techniciens, ce qui est plus grave. C'est là qu'il nous a révélé que le nuage avait bien traversé la France, qu'il y avait des taux de radioactivité 400 fois supérieurs à la normale, mais que 400 fois 0, ça faisait 0. Donc les gens ne comprenaient pas. Alors il y a un nuage, mais c'est 0. Je crois qu'ils ne savaient plus très bien comment se sauver. En France, nous sommes montés là à 400 dans certains points. 400 fois supérieur à la radioactivité. À ce que nous avions avant. Ouais. C'est les chiffres qu'on découvre aujourd'hui. Voilà. En fait, les cartes qu'il avait amenées étaient des cartes de moyenne. Il s'est appuyé là-dessus. Et il n'a pas voulu entendre le fait qu'il y avait eu de la pluie et qu'éventuellement, c'était pas du tout comme ça. Il a perdu toute crédibilité cette fois-là et le gouvernement a perdu aussi sa crédibilité. Et ça, c'est ça qui est très dommage. Après l'aveu de Pellerin devant 8 millions de Français, la presse crie au scandale. Si Libération titre « Mensonge radioactif », c'est qu'on était dans le mensonge. Donc là, enfin, il était admis tout simplement qu'il y avait quelque chose. Déjà admettre qu'il y avait quelque chose. Puisque ce sont des choses qui ne se voient pas. Le gouvernement réagit pour la première fois. Une cellule de crise est mise en place avec à sa tête Alain Madelin, le ministre de l'Industrie chargé du dossier du nucléaire. Il dirige la communication et s'exprime largement dans les médias. Personne ne peut dire qu'à un moment donné, la sécurité des Français était menacée. C'est pas vrai.
Il n'y a pas eu un maillon faible dans la sécurité des Français, il y a eu un maillon faible dans la procédure de communication. Alain Madelin ment quand il assure qu'on a protégé les Français. En revanche, il a raison quand il évoque un problème de communication. 18 jours après l'explosion de Tchernobyl, quand Alain Madelin prend la parole, il dit qu'il n'y a pas eu de mensonge, qu'il n'y a pas eu de dissimulation, simplement une erreur de communication. Donc d'une certaine manière, il déplace le problème. Ce n'est pas une question nucléaire, c'est une question de propagande. Et là, cette notion me paraît importante, parce que des personnalités comme Alain Madelin sont quand même restées dans l'idée qu'ils n'ont pas démérité, que le gouvernement n'a pas grand-chose à se reprocher, qu'au fond, on pourrait dire qu'il ne s'est rien passé en France en avril 1986. Cette position n'est pas du tout partagée par les lanceurs d'alerte. Dans la Drôme et l'Ardèche, la CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, s'est constituée pour prouver le contraire et démontrer qu'il y a bien eu une contamination en France à la suite de l'explosion de Tchernobyl. Depuis 3 décennies, Roland et Christian réalisent un peu partout dans l'Hexagone des prélèvements de sol, de plantes, d'eau. Aujourd'hui, ils retournent chez ces éleveurs à la retraite. Bonjour. En 1986, leur lait était radioactif. J'ai retrouvé un échantillon qui vient de chez toi. C'est une activité en césium-137 de 134 becquerels. C'est pas énorme, mais c'était déjà presque 9 mois après l'accident. Et ça veut dire qu'au printemps, il y en avait évidemment beaucoup plus. À l'époque, les agriculteurs ont pris une décision courageuse. Ils ont décidé de ne pas vendre leur lait car ils le savaient dangereux. Mais rien ne les y obligeait. Le gouvernement, en 1986, n'a pris aucune décision pour interdire la commercialisation de produits frais contaminés. Avant de quitter l'exploitation, Roland et Christian se dirigent vers le potager pour prélever des légumes et constater que la radioactivité est toujours là. On n'est pas revenu à un niveau antérieur à Tchernobyl, ça c'est certain. Le césium-137 qui est déposé n'est plus a priori à la surface, mais comme il a une demi-vie de 30 ans, il n'a diminué que de moitié, lui. Alors, certaines espèces vont les garder plus longtemps, certains sols vont les garder plus longtemps, mais on n'est pas revenu au zéro. Mais ailleurs en France, la situation est beaucoup plus grave. Dans certaines zones très spécifiques du parc national du Mercantour, par exemple, il existe des endroits que les scientifiques appellent « taches de léopard », où la contamination est extrême. Alors, sur ces sols du Mercantour, là, on a des niveaux de contamination qui sont vraiment extrêmement élevés. On est à plus de 100 000 becquerels par kilo sur des points d'accumulation très particuliers. C'est-à-dire que quand les masses d'air contaminées de Tchernobyl ont survolé certains secteurs des Alpes et qu'il neigeait, la neige a entraîné les particules radioactives qui ensuite se sont redispersées en fonction du vent et ont donné des amas de neige. Et à la fonte des neiges, ce césium s'est ensuite accumulé dans des zones très particulières. Et là, on a des sols qui sont contaminés à un niveau tel qu'on peut vraiment parler de déchets radioactifs. Encore aujourd'hui, 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Des données qui sont confirmées aujourd'hui par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire, l'organisme qui a succédé au SCPRI du professeur Pellerin. Des chiffres qui montrent que le professeur Pellerin a menti sur le plateau de TF1 en 1986. Comme le confirme Philippe Renaud, expert en radioactivité environnementale à l'IRSN. On s'est aperçu qu'il y avait une méconnaissance de ces dépôts radioactifs, une méconnaissance qu'il a fallu une grosse quinzaine d'années pour combler. Et donc on a commencé à penser qu'effectivement les cartes officielles de l'époque étaient fausses. Si on prend l'exemple de l'Est de la France, le SCPRI annonçait finalement une vingtaine de becquerels par mètre carré pour le césium-137. Nous, ce que nous avons mesuré sur la région Alsace, par exemple, c'est une moyenne de 7000 becquerels par mètre carré, c'est-à-dire au moins 300 fois plus, avec des zones de la Corse à l'Alsace où on a même des niveaux de 30 000 becquerels par mètre carré en césium-137. Un niveau extrêmement fort qui s'est avéré dangereux pour les populations rurales de l'Est, du Sud-Est et de la Corse. Aujourd'hui, les experts du nucléaire estiment que les Français les plus touchés ont absorbé 1 millisievert, soit l'équivalent de la radioactivité reçue lors d'un scanner,
d'une radio ou de 16 allers-retours Paris-New York. Car en altitude, on reçoit plus de radioactivité. Cette dose-là, on estime qu'elle a probablement donné lieu à quelques dizaines de pathologies thyroïdiennes. Quelques dizaines de malades pour toute la France, selon l'IRSN. Bilan inacceptable pour les lanceurs d'alerte, les journalistes et les scientifiques indépendants. La radioactivité, même à faible dose, a des effets. Tous ceux qui ont fait le suivi des populations ont constaté qu'il y avait non seulement des cancers, mais il y avait toutes sortes de maladies qui se développaient, et de façon massive. Et moi, j'ai eu les scientifiques qui travaillaient sur ce dossier qui m'ont dit « on a eu des pressions terribles, je suis obligé d'arrêter ». Sur le terrain, Denis Fauconnier a constaté que le nombre de malades liés à Tchernobyl était beaucoup plus important que les chiffres officiels. J'ai constaté dans ma clientèle des thyroïdites, des goitres déstabilisés, les leucémies, les thyroïdites de Hashimoto et les pathologies chez les enfants qui ont été irradiés à l'état de fœtus. Et là, en Corse, dans notre secteur, tous ces indicateurs sont au rouge. Avant Tchernobyl, les gens n'avaient pas ces problèmes de thyroïde. Après Tchernobyl, ça a pris la quasi-totalité de la pathologie. Et dans toutes les familles, il y en avait. En Corse, selon une étude scientifique italienne, près de 30% des hommes ont un surrisque de cancer de la thyroïde. Pour les autres pathologies thyroïdiques, le surrisque est de près de 80% pour les hommes, 55% pour les femmes et plus de 60% pour les enfants. Laisser les gens être contaminés sans réagir, c'était intolérable pour nous. Ouais. Il était vraiment possible de prendre des mesures de protection de la population, les pastilles d'iode par exemple, le retrait des étalages de certains produits les plus contaminés, et ça, il fallait le faire. Au début des années 2000, les malades créent des associations pour défendre leurs droits. Soutenues par la CRIRAD, plus de 600 personnes portent plainte contre X. C'est Marie-Odile Berthelat-Geoffroy qui instruit le dossier. C'était le but de l'instruction, de voir s'il y avait eu des dysfonctionnements, et effectivement, il y en avait eu. On a complètement caché la vérité aux Français. Impossible pour la juge de prouver le lien de causalité entre le passage du nuage et les maladies qui ont suivi. Elle met donc en examen, pour tromperie aggravée, un seul homme, le professeur Pellerin. Mais elle reste convaincue que le gouvernement était au courant. Concernant l'information des ministres, je n'ai pas trouvé de documents écrits, malgré toutes les perquisitions qu'on a faites. M. Pellerin était ce qu'il était, mais ça n'est pas possible qu'un fonctionnaire prenne des décisions de cette importance sans en référer. C'est pas possible. En 2011, la Cour d'appel de Paris prononce un non-lieu. Une décision qui surprend la juge et les associations de victimes. Oh bon, j'ai trouvé que c'était pas juridique. Encore une fois, le parquet ne souhaitait pas de procès dans ce type de dossier. Sur cette affaire-là, on peut dire que la raison de l'État, oui, l'a emporté sur tout le reste. Ça s'est passé au plus haut niveau de l'État. Le professeur Pellerin, il a caché, c'est clair. Il a menti, c'est clair. Et personne ne s'est préoccupé de démentir ce qu'il disait. Personne. Et surtout pas les responsables politiques. Ça reste hypersensible. Oui. Bien sûr. Mais les intérêts sont tellement énormes. On est avec des centaines de milliards qui sont en jeu. Donc vous comprenez bien que là, on ne fait pas joujou. 30 ans après l'explosion de Tchernobyl, le dossier nucléaire reste hypersensible et opaque. Toute la vérité n'a pas éclaté. Tchernobyl, mensonge d'État, un mensonge pour protéger l'énergie nucléaire et pour protéger la puissance militaire française. Un mensonge patriotique en somme. Aujourd'hui, une épaisse chape de plomb recouvre le dossier Tchernobyl, à l'image du sarcophage de la centrale. Les preuves, les chiffres, les analyses sont systématiquement enterrées par un lobby puissant. Normal, puisque le nucléaire est une énergie essentielle dont personne ne peut se passer, malgré les risques qu'elle nous fait courir. Quand une explosion a lieu, les impacts écologiques et sanitaires sont dramatiques et s'étendent dans le monde entier pendant des siècles. 30 ans après la catastrophe, impossible donc de dresser un bilan fiable et objectif de l'accident et de connaître le nombre de victimes. Des centaines, des milliers ou des millions, tout dépend du camp que l'on choisit.